Alors bonjour, il y a ma femme à côté là. Euh, c'est un autre style là, pour celle-là. C'est un témoignage, c'est la suite en fait, hein. C'est Psychiatre et bipolaire partie 2. Ça risque d'être un peu long, mais je pense que ça vaut le coup d'écouter, franchement. Je pense que ça vaut le coup d'écouter. Donc moi je suis psychiatre et j'étais à l'hôpital psychiatrique et je suis parti de l'hôpital psychiatrique et je me suis installé en médecine libérale. Donc, je vois des patients ambulatoires. L'hôpital psychiatrique que j'ai quitté est dans un état catastrophique. Les patients au CMP ne sont pas vus, il n'y a plus de médecins. Enfin, c'est une catastrophe. Et du coup, j'ai pas eu de problème pour trouver des patients. J'étais complet direct. Okay. J'étais complet direct. J'ai commencé à bosser. Et pour ceux qui connaissent pas, j'ai une formation médicale continue qui est conséquente parce que je fais que ça, moi. C'est mon truc. Quand j'ai du temps libre, je fais de la psychiatrie. Donc, je bosse et en fait, avant de m'installer, on a proposé de prendre un assistant médical. Et donc là, moi, j'avais un infirmier avec lequel ça se passait très bien et j'ai bossé avec l'assistant médical, du coup. L'assistant médical, pour ceux qui connaissent pas, ça fait partie des choses qui ont été mises en avant pour pallier au manque de médecins et libérer du temps médical. Et en fait, on a fait avec l'assistant médical ce qu'on se faisait quand il était infirmier, à savoir, il voit les patients d'abord et puis j'arrive après et je leur dis ce que j'en pense et on s'y colle, quoi. Ce qui est fait dans tous les hôpitaux psychiatriques, en tout cas, que je connaisse et dont j'ai pu entendre parler. Et donc on s'installe, ça marche plutôt bien. On a rencontré l'assurance maladie qui nous a parlé du dispositif assistant médical. Et les fonctions étaient assez floues, mais suffisamment claires pour qu'il ait envoyé par la Sécu une carte pour se connecter sur les dossiers médicaux. Enfin, ça avait l'air d'être plutôt correct parce qu'on avait fait valider le fonctionnement avec l'employé de la Sécu pour le dispositif assistant médical. Et donc c'était au tout début, hein. Et on lui avait dit, bon, on va bosser comme ça. Elle avait dit, bah, il n'y a pas de souci, faut que les patients vous voient. Et puis après, c'est bon, quoi. Donc, OK. On a signé un contrat sur le dispositif d'assistant médical. Et dans le contrat, la seule chose qu'il est marqué, c'est faut qu'il voit au moins 1000 patients par an pour pouvoir avoir les financements. Donc, ça se passe comme ça. Je prescris et je prescris parfois hors AMM, ce qui est le cas de virtuellement toutes ou presque les ordonnances que j'avais entre les mains. Parce que quand une ordonnance a 3 neuroleptiques, un antidépresseur alors que le patient est bipolaire, virtuellement toutes les ordonnances en psychiatrie sont hors AMM. C'est pas bien ou mal, hein, mais c'est comme ça et c'est pas nouveau et c'est pas que moi. Tu m'arrêtes hein, si je dis des conneries. Et donc, il y a des patients que j'ai pas aidés qui sont partis. Il y a des patients qui ont continué à être suivis par moi et l'assistant médical et ils allaient bien et ils vont bien. Et il y a des patients qui allaient pas bien et qui vont beaucoup mieux. Et dans ces patients-là, il y en a qui ont des prescriptions hors AMM parce que de fait, ils avaient déjà épuisé tous les trucs dans l'AMM et en fait, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a pas tant que ça. Dépression bipolaire, il y en a qu'un seul. Enfin, il y en a pas tant que ça. Et donc, à ce moment-là, il y a des pharmacies qui tiltent un peu et qui disent, bon, c'est quoi ce truc-là, on connaît pas trop. Donc, au début, il m'appelait. Quand il m'appelait, moi, j'expliquais le pourquoi, etc. J'envoyais les études. Ça plaisait pas en moyenne. Alors, peut-être que je m'y prends pas bien, peut-être que je suis prétentieux ou pédant, je sais pas. Mais ce qui s'est passé, en tout cas, de façon quasi systématique, mais pas avec toutes les pharmacies. Il y en a 2 ou 3 qui ont dit, ah bon, écoute, ça a pas l'air dangereux. On va pas l'emmerder. Et puis il y en a d'autres qui ont dit que c'était complètement déconnant en fait tout ça, qui lisaient pas les études que j'ai envoyées, en fait, qui ont sollicité l'ordre des médecins et l'ordre des pharmaciens. Et à ce moment-là, l'ordre des médecins m'avait contacté en disant c'est quoi cette histoire, hein? Racontez-nous un peu. Donc là, ça a l'air de rien, mais c'est des rendez-vous à 20h. Moi, je vais être papa. Enfin, ça prend du temps, hein, tout ça. Ça prend... À ce moment-là, je vais être papa. Enfin, ça prend du temps. Et donc, j'ai chez l'ordre des médecins.
Et puis ils me disent, bon, bah, c'est quoi ce truc-là? On n'a jamais vu ça. Et je dis, bah, en fait, moi, j'ai les études pour quoi? Ça fait partie de recommandations, mais comment ça? Bah, c'est des recommandations, elles sont pas en français. Mais ça marche aussi chez les Français. C'est pas un métabolisme différent, il n'y a pas de raison de penser que c'est autrement, quoi. Mais ça date de quand? Oula, et, ça fait 10 ans, hein, pour certains trucs, d'autres 20, enfin, ça, c'est pas nouveau. Ah bon, bah, ok, bah, envoyez-nous les études et puis on verra ce qu'on peut faire. Et l'ordre des médecins, nickel. C'est-à-dire qu'ils ont été exemplaires. Enfin, je veux dire, je sais pas quoi attendre de plus d'un ordre professionnel. Et donc, j'envoie les études. Donc, j'ai envoyé 200 études. Donc, je pense pas qu'ils les aient toutes lues. Et c'est normal, mais ils en ont lu suffisamment pour dire, bon, bah, attendez, ça a quand même pas l'air d'être n'importe quoi. Ce serait pas mal qu'on dynamise un peu la Mayenne comment on peut voir, comment on peut s'arranger. On va faire venir un professeur de Paris. On a trouvé un professeur qui peut venir expliquer aux pharmacies et à la Sécu que bah, c'est pas déconnant, ils prescrivent comme ça. Et en fait, la Sécu et les pharmaciens n'ont euh, pas voulu me rencontrer. Ils n'ont pas voulu rencontrer le professeur de psychiatrie. Et du coup, s'en est suivi un espèce de statu quo où les patients se retrouvent au milieu avec des prescriptions qui parfois sont délivrées, parfois elles sont pas, etc. Alors il y a des gens qui vont dire ouais mais il suffit de marquer ORMM sur l'ordonnance et du coup les patients payent et tout, rien de tout ça ne serait arrivé. Mais j'ai des patients de secteur, j'ai des patients qui ont le RSA, qui ont l'AH, qui pourraient arrêter de fumer pour payer le paquet de médoc, mais en fait ça marche pas tout à fait comme ça. Et quand les patients ont la quetiapine qui est remboursée, pour une maladie grave, à savoir le trouble bipolaire, eh ben, je pense que la metformine doit être remboursée aussi. En fait, c'est dans l'intérêt du patient et dans l'intérêt de la Sécu parce que une metformine, ça coûte moins cher qu'un triple pontage, quoi. Donc, en fait, le rôle de l'assurance maladie, normalement, c'est une assurance et l'assurance a intérêt à dépenser le moins possible. Et les études socio-économiques de la metformine sont indiscutables. Et c'est pour ça, pour le diabète, on a des recommandations d'en mettre le plus possible à chaque fois qu'on a l'occasion. Et en fait, pas la metformine, la boîte, c'est 3 euros ou 10 euros, je sais pas quoi, mais c'est à mon avis tout à fait dans le budget de la Sécu. Et vu qu'ils ont choisi de rembourser d'autres choses plus discutables en termes de niveau de preuve, je pense qu'il y a de l'argent. Ils décident de rembourser du jour au lendemain plus cher les séances de consultation chez le psychiatre, chez le psychologue, sans s'assurer de s'ils remboursent des séances de MDR ou de thérapie de soutien ou de psychanalyse ou de mélange éclectique ou de sophro. Enfin, et ça s'est fait un peu comme ça, Jack. Et du coup, moi, je pense qu'il y a de l'argent, mais je sais, enfin, j'ai l'impression en tout cas qu'il y a de l'argent ou que si l'argent il y a, il aurait pu être dépensé différemment. Alors, encore une fois, je me trompe peut-être. Toujours est-il que voilà, ça a continué comme ça. Il y a eu une espèce de guerre froide pendant 2 ans. Alors, il y a encore une fois des pharmacies, pas de souci, et puis d'autres où moi j'ai régulièrement, mais quand je dis régulièrement, c'est plusieurs fois par semaine, des patients qui me disent bon, bah, à la pharmacie, ils ont dit que vous étiez dangereux, que c'était des expérimentations, etc. C'est vrai que c'est pas agréable ni pour les patients, ni pour moi. Mais ça a continué comme ça. Donc il y a des histoires un peu sordides que moi j'ai racontées parfois, mais en fait il y en a beaucoup d'autres. Hein. Et j'espère que les patients pourront leur faire connaître un peu ce qui s'est passé. Et ça continue comme ça. Et puis finalement, je reçois l'ordre des médecins qui me rappellent et qui me disent bon bah écoutez, il faut que vous veniez là, ça a déconné un peu là, qu'est-ce qui se passe? Et donc j'y vais. Et donc en fait, ils ont reçu ce document que j'ai devant moi. Et on va lire vite fait les grands trucs là, mais en gros, c'est un signalement qui est adressé à l'ordre des médecins et qui me concerne. Et c'est adressé par la CPAM, donc il y a le nom du médecin qui a géré et tout, enfin, truc officiel quoi. Et en fait, ça a été fait, ça a été déclenché en juillet 2023. Juillet 2023, c'est le moment où la Sécu est censée verser le financement à l'assistant médical en fonction du nombre de patients qu'on a vus. On avait vu 1500 patients différents alors qu'il fallait en voir 1000, truc du genre. Donc c'est plus. Mais vu la charge de travail qu'on a faite, est-ce que c'est complètement déconnant? Je sais pas. Et en fait, la personne en question là a dit bah
Moi, j'aime. En fait, dans votre contrat, il n'y a pas marqué tout à fait si, machin, truc. Mais du coup, ils n'ont pas voulu finir tous les financements. Donc là, il y a l'assistant médical qui a appelé en disant bon, bah, attendez, je comprends pas parce que quand même, on a bien bossé, quoi. Et en fait, la personne disait mais il n'y a pas de souci, c'est très bien, on est très content, mais il y a si machin. Enfin bon, on n'a pas eu le reste de l'argent. Et en fait, la personne en question, pendant ce temps, était en train de faire un signalement au service fraude pour plusieurs raisons qu'on va voir après. Et donc, il y a une forme de confiance avec la Sécu qui a été un peu brisée à ce moment-là. Moi, je vous avoue, j'ai appris ça après, qu'en fait, elle était non seulement pas du tout en train de se battre pour les financements, mais plutôt en train de déclarer au service fraude qu'on voit plus de patients. Et donc, petit à petit, il y a un problème quand les médecins perdent confiance avec la Sécu, quoi. Vraiment, je trouve que c'est un souci. Pour ma part, ça a commencé comme ça. Et donc, en fait, j'arrive devant l'ordre des médecins à ce moment-là, et puis ils me disent, bon, ben, il y a des prescriptions hors AMM, etc. On va aller voir. Donc, ils me lisent grosso modo le document. Donc, je vais pas tout vous lire, hein. Le premier truc, c'est état pathologique rendant dangereuse la poursuite de son activité professionnelle. Ça, moi, je trouve que c'est super chaud. Je trouve que c'est super chaud. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a un moment où vous voyez qu'avec la Sécu, c'était coincé. Et je pense que c'était coincé avec les pharmacies, c'était coincé, la Sécu, c'était coincé. La Sécu, j'ai des fois des patients qui surinent dessus plusieurs fois par jour, hein. C'est un vrai budget couche. Il y a un médicament qui existe pour ça, mais il coûte 60 balles, donc les patients ne peuvent pas se le payer. Et du coup, j'envoie des messages parfois aux médecins de la Sécu, aux médecins conseils de la Sécu, en disant bah, est-ce qu'on peut prendre en charge machin. J'ai jamais eu de réponse. Donc, il n'y a pas vraiment de dialogue qui est fait à ce niveau-là. Je sais pas si toi, tu as des réponses, mais moi, ça m'est jamais arrivé. Et du coup, lors des médecins, j'ai dit aux médecins, mais c'est pas possible. J'ai des patients qui n'ont pas leur médoc. J'en ai qui finissent par faire un diabète et on leur donne le médoc trop tard. Enfin, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'on fait? J'en ai, on leur refuse le médicament à la pharmacie. Du coup, ils font une tentative de suicide. Puis on leur refile le médicament à l'hôpital et là, c'est bon. Ça leur a juste coûté leur mariage parce que le mec s'est barré. Enfin, c'est ingérable, hein. Et ils ont dit, bah, écoutez, vous médiatisez, quoi. On n'est pas là pour défendre les trucs qui marchent pas, vous médiatisez, c'est comme ça, hein. Pas 30 solutions. Du coup, c'est pour ça que je suis venu sur LinkedIn, en fait, moi. Enfin, c'est pas pour vendre mon blog ou pour devenir une star ou je sais pas quoi. En fait, je suis venu pour LinkedIn parce que je pense que il faut que les gens sachent comment ça se passe parce que ça les concerne directement. Parce que moi, en vrai, tout ça, là, moi, je peux aller vous faire des téléconsultes en Suisse ou je sais pas quoi. Moi, c'est vite réglé. C'est pas un souci. Il y a une pénurie mondiale de psychiatres. C'est pas un souci pour moi. Mais les patients, à mon avis, ils ont devant eux des jours assez sombres et je pense que ça leur est un peu caché. Tu vois, je pense que tout n'est pas dit. Je pense que, donc, sans faire le complotiste, mais je suis inquiet pour eux. Et donc, j'ai commencé à poster sur LinkedIn et à faire des vidéos. Et moi, je suis productif comme type, hein. Donc, j'ai moins travaillé, j'ai moins appris de choses ces derniers mois parce que bah, j'ai passé du temps sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube. Et en fait, c'est un temps qui va petit à petit diminuer parce que moi, je pense que j'ai fait ma part de travail et le reste dépend plus vraiment de moi. Donc en fait, quand j'arrive sur les réseaux sociaux, je publie beaucoup, j'écris beaucoup. Un, parce que je suis productif, et deux, parce qu'il y a de la production. C'est-à-dire qu'il m'arrive des trucs qui me font dresser les cheveux tous les jours. Donc j'ai pas besoin non plus de me creuser trop la cervelle, quoi. Et donc en fait, il y a la Sécu qui non seulement a vu ces publications, mais qui a considéré que de par leur teneur et leur fréquence, témoigner d'un état pathologique et que du coup mon trouble bipolaire était déséquilibré. Sans t'avoir. Sans m'avoir vu. Alors ça, c'est sans m'avoir vu. C'est en regardant les vidéos sur YouTube et c'est avec une finesse d'esprit qui fait que, en fait, ma femme, mes confrères, mes amis psychiatres, les patients, enfin, personne l'a vu, quoi, sauf la Sécu. Donc, il y a l'entretien sur egora.fr, là, que j'ai fait, qui visiblement a lancé tout le truc. Et donc, ça va assez loin parce que ils sont même abonnés au blog que je fais, payant, pour se servir de ça, pour dire qu'en fait, j'étais pas stable. Et donc là, on a droit à tout, hein. C'est-à-dire que depuis mi-mai, une forte fréquence des publications, oui, parce que j'étais en vacances.
Et j'ai diminué la metformine et ça n'a pas marché. Et j'étais pas bien pendant mes vacances. La quétiapine. J'étais pas bien pendant les vacances et du coup je l'ai reprise. Et donc en fait, il y a là, à mon avis, une forme de discrimination qui est vraiment inquiétante, quoi. Qui est vraiment inquiétante. Il y a un moment où ils mettent que je revendique les prescriptions AMM. En fait, je les revendique pas. Je pense qu'il n'est pas possible de travailler sans ça. C'est clair dans virtuellement tous les pays où j'ai pu avoir la formation continue, mais pas en France. Et à mon avis, c'est pour avoir un changement, c'est pas pour avoir une médaille. Je suis pas un avant-gardiste, hein, c'est juste nous qui sommes très en retard. Et donc, de servir de ce trouble de santé mentale que je pense avoir réglé pour invalider mon propos me paraît vraiment discutable. Ça me paraît vraiment discutable. Donc on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais je ne sais pas si c'est très, très sérieux. Ok. Après, il y a la partie sur l'exercice illégal de la médecine. En fait, ça concerne l'assistant médical. Euh, Vous avez les infirmiers de pratique avancée, là, qui sont des super infirmiers qui ont fait 2 ans de fac et qui peuvent prescrire sur la surveillance d'un médecin, etc. Et du coup, ça fait vriller les médecins parce qu'ils disent que c'est pas normal, c'est dangereux pour les patients, il faut faire gaffe. Et donc, il y a des positions de médecins qui seraient prêts à laisser les gens sans être vus plutôt que d'être vus par un infirmier de pratique avancée, ce qui me paraît difficile à défendre. Mais chacun peut avoir son opinion. En fait, l'assistant médical, ça a été mis en avant de la même façon. Alors, ce qui se passe, c'est que l'assistant médical, le mien, là, est hyper timique, donc il est extrêmement investi. Il a sauvé des vies en secteur et il a sauvé des vies avec moi parce qu'il y a des moments où moi, je savais pas trop quoi faire, où j'ai fait des boulettes et il m'a dit, Tant, est-ce que là, t'as pas fait une boulette et tout. Il y a ça et je bosse avec et du coup, des fois, il pose des questions et ça me motive. Ouais, j'essaie de me garder à jour parce que je me dis, putain, si jamais il pose la question demain, faudra qu'il puisse lui expliquer. Et puis des fois, j'apprends les trucs, je dis, ah, faut que j'utilise et tout. Donc, il passe du temps avec moi, on fait des formations de midi, il se forme. Et en fait, nous, on est arrivé et il y avait du boulot parce qu'il y a des patients qui allaient pas bien et on s'est fait rouler dessus en termes de nombre de patients. Puis, il y avait dans le cabinet où j'exerçais un psychiatre qui est parti à la retraite, puis un autre enfin pas à la retraite, qui a déménagé, puis un autre qui était malade et du coup les patients arrivaient en gueulant à l'accueil et il fallait que quelqu'un les voie, donc on s'y collait. En fait, c'est quelqu'un auquel j'ai demandé du RAB, de boulot longtemps, quoi. Hein. Donc il l'a fait tout seul, hein, je l'ai pas forcé, mais mais il y avait toujours un truc. Donc on fait ça encore un mois, puis après on arrête. Ah ben merde, il en arrête. Ah puis après mince machin. Et en fait ça a duré quasiment 2 ans, quoi. En fait on s'arrête pas, quoi. On s'arrête pas. Donc là moi aujourd'hui j'ai vu la sécu cet après-midi, mais je devais réduire un peu la cadence et en fait bah cette semaine je fais des journées de 9 heures non-stop. Enfin, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Et en fait, là, les patients témoigneront. Ça va prendre un temps de dingue parce qu'il faudra porter plainte, il va falloir des avocats et tout ça va prendre un temps de dingue. Mais les patients pourront témoigner du fait que oui, ils ont vu Maxime, que oui, il était assistant, il y avait marqué assistant partout, que oui, il donnait pas de diagnostic ou de médoc, je sais pas quoi. Et puis, bah, enfin, voilà, on va récupérer les témoignages des gens et la lumière sera faite sur ça parce que là, ils ont interrogé des patients qui, parfois, je pense, n'avaient pas toutes les capacités possibles. Le moment où ils ont fait l'entretien, en fait, ils ont interrogé les patients et donc nous, on a su que le contrôle commençait parce que ils convoquaient des patients et en fait, les entretiens étaient tellement traumatisants pour les patients, excusez-moi du terme, qu'il y avait des patients qui appelaient au cabinet en pleurs en disant qu'ils savaient pas ce qui s'était passé, qu'ils nous voulaient nous prévenir, machin, que c'était horrible. Donc là, les secrétaires peuvent témoigner de ça. Et donc, j'ai dû moi appeler la Sécu pour leur demander de prévenir les patients qu'on était au courant, etc. Enfin bon, ça a été un peu particulier. Et du coup, là, l'idée, c'est qu'en fait,
l'assistant médical aurait fait des choses qu'il n'aurait pas dû. Donc là, il y a des choses qui sont interrogeantes parce que tous les infirmiers du monde font ce qu'il a fait. Et il est infirmier de base. Vous allez me dire, ouais, mais là, il n'est pas infirmier, il est assistant médical. Est-ce que parce que le statut change, on perd ses compétences? Je ne sais pas. La formation d'assistant médical n'est pas la même selon qu'on ait fait avant un métier d'infirmier ou pas. Donc, la formation, la présence du métier d'infirmier modifie la formation qu'on va avoir. Et du coup, on peut se dire, moi je me suis dit en tout cas que à partir de là, eh ben, les compétences d'assistant médical avaient un certain regroupement avec les compétences d'infirmier. Ça, c'était peut-être déconnant, mais c'est ça qu'on s'est dit. Et en fait, la Sécu a fait. Alors quand je dis la Sécu, c'est le service public. Bon, il y a des acronymes de partout là. Je sais pas si c'est la Sécu ou une succursale de la Sécu, je sais pas quoi, mais ils ont fait une carte de professionnels de santé qui est de la couleur des remplaçants médicaux avec marqué Maxime Fourreau, assistant médical dessus. Et il peut accéder au dossier médical et écrire des trucs dedans. Et ça nous a été confirmé quand ça a été fait. La carte a été faite pour ça. Enfin, et donc c'est vrai que moi, ça me paraissait pas déconnant. Moi, là, j'ai rencontré la Sécu cet après-midi pour le rendez-vous contradictoire sur ce qu'ils disent. Et je leur ai dit ce que je viens de vous dire, hein, ce qui me paraît être un petit peu litigieux. Et, et le personnel de la Sécu a été sympa, c'est pas le souci, hein. Et donc là, quand je disais, bah ouais, mais les compétences infirmières sont visiblement nécessaires, ou en tout cas au moins, j'ai eu les réponses que c'est vrai que le, c'est flou. Le métier est assez flou, c'est des nouveaux métiers, c'est flou. Mais c'est quand même réglementaire. Et donc là, il y a des textes qui sont sortis. Donc dans le texte, il y a marqué accueil du patient, il peut faire ça. Il peut aussi préparer et dérouler la consultation. Enfin, ça paraissait pas déconnant. Donc quand je mets ces contradictions, j'ai eu droit, oui, c'est vrai que c'est pas très, c'est vrai que c'est flou, c'est flou. Et donc en fait, effectivement, il y a un flou là-dedans, il y a un flou, à mon avis, parce que dans une situation de crise comme celle-là, t'as pas le temps de faire un truc nickelos très clair. Et à partir du moment où on voyait des patients et les patients étaient satisfaits, parce qu'en moyenne les patients sont satisfaits, on a les avis sur Doctolib, là je les avais postés. On a 5 étoiles sur 5, recommanderiez-vous ce médecin machin sur 170 avis ou je sais pas quoi. Enfin, ça va. Et du coup, là, en gros, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il est en arrêt. Je pense qu'il va être licencié. Si rien n'est fait, il va être licencié et puis il sera plus là, quoi. Il sera plus là. Et du coup, moi, le libéral, je ferai un peu un trait dessus pour le moment. Donc ça se termine par, en fait, il fait des trucs qu'il n'a pas le droit de faire tout seul. Il y a aussi des patients qui disent qu'ils m'ont jamais vu et que ils savent pas si le médecin, enfin l'assistant médical est étudiant ou infirmier ou interne ou stagiaire. Bon. Donc voilà, là on va récupérer les témoignages de patients, mais en attendant c'est cuit. L'aide financière conséquente de la part de la CPAM, bah, en fait c'est 36 000, sauf qu'il y a une partie qui n'a pas été versée. Et dans ça, il y a plus de la moitié qui part en charge et impôts, etc. Donc en fait, c'est pas massif, c'est pas massif non plus. Et enfin moi j'insiste, hein, l'assistant médical, il fait plus d'argent en montant une boîte à côté. Il a lâché une entreprise qu'il avait, il faisait plus d'argent avec cette entreprise que là. On n'était pas là pour faire du pognon. Il faut vraiment que les gens aient ça en tête et enfin, moi, je vais le prouver parce que bah, du coup, je vais faire autre chose. Mais je pense que c'est important que les gens aient ça en tête. Il y a comme autre grief le fait de mentionner sur le caractère non remboursable de produits. Et du coup, j'ai pas mis hors MM sur les traitements hors MM. Et ça, moi, j'assume dans le sens où
euh, les gens n'ont pas à payer ou pas en fonction de si les labos veulent faire du fric ou pas. Donc là, j'étais à la sécurité sociale avec deux personnes et j'ai pas eu l'impression que les personnes avaient saisi ce que voulait dire être dans la MM ou pas. Et par exemple, on a parlé de la metformine et ils ont dit oui, il y a beaucoup d'obésité, mais est-ce que vraiment il y a des études? Et donc là, j'ai eu l'information que les études que j'avais envoyées il y a 2 ans n'ont toujours pas été lues, quoi. Ça n'a vraiment pas été lu. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai envoyé des études il y a 2 ans, on a demandé un rendez-vous il y a 2 ans pour expliquer le pourquoi. Les gens ont dit non à la Sécu, non, on ne veut pas vous voir. Mais après, ils collent un signalement en disant qu'on prescrit, je prescris, parce, je dis on parce qu'il y a ma femme, enfin, il y a pas mal de gens qui prescrivent comme ça, pas en accord avec les données actuelles de la science. Et du coup, il y a une confusion entre ce qu'il y a à l'AMM en France et ce qu'il y a dans les données acquises de la science, et il y a un décalage massif. Donc là, je ne vais pas vous ressouler avec ça. Moi, je pensais que la Sécu avait fait une veille pluri-hebdomadaire du service médical et donc regardait mes informations de façon pluri-hebdomadaire et avait du coup saisi la subtilité, entre guillemets, sur le qu'est-ce qu'il y a la MM ou pas. Donc la metformine n'a pas la MM et elle ne l'aura jamais parce que le laboratoire, pour vendre un générique à 5 euros, n'ira jamais s'empiler la démarche administrative française pour avoir la MM. Ça n'y arrivera pas. Donc là, il a fallu justifier avec les études, mais qui n'avaient, je pense, pas été lues par mes interrogateurs. Donc c'est toujours inquiétant. Et quand vous regardez ce qu'ils ont mis dans le signalement, ils ont mis que ça a été prescrit chez des personnes et qu'il n'y a pas eu de dosage trimestriel de la glycémie. Et moi, ça m'interpelle parce que il n'y a pas besoin de doser la glycémie quand on met la metformine sur des problématiques de poids. Et ça m'interpelle parce que j'ai des patients qui ont des ordonnances avec des doses de traitement irrationnelles, qui ont pris un poids incroyable et qui n'ont pas eu de surveillance de glycémie, de poids, de quoi que ce soit pendant des années, Et là, personne ne les embêtait, personne n'a inquiété le médecin qui prescrivait ça. Il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Et du coup, je me dis, mais je me demande, moi, mais c'est une vraie question, j'ai pas eu de réponse, hein. Qu'est-ce qui fait que moi, je me prends la foudre en disant, ah là là, c'est hors MM, alors que les gens qui ont gardé leur metformine, ils sont très contents, ils ont perdu plusieurs kilos et qu'il n'y a pas d'effet secondaire, je sais pas quoi, et que ça pose pas de soucis. Je me demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que la CPAM se réveille maintenant en disant, faut qu'on fasse gaffe à l'argent qu'on dépense. Parce que, encore une fois, les ordonnances d'avant, elles étaient hors MM, elles étaient hors science, elles étaient basées sur aucun rationnel et ça posait pas de problème. Donc, j'ai pas eu de réponse à cette question. On m'a conseillé d'attendre que la metformine soit dans l'AMM, ça n'arrivera jamais. On a conseillé d'attendre que le sémaglutide soit là pour la perte de poids, sauf que le sémaglutide, on a beaucoup moins de recul, il y a des signaux de cancer endocrino, etc. Donc, enfin, en population réelle, ça marche 3 fois moins que dans les études. Enfin, il y avait une connaissance, à mon avis, du sujet qui était pas tout à fait la même que la mienne. Et après, j'ai même eu droit à, faut faire attention parce que quand même, on peut mettre quand on met des traitements, il peut y avoir des interactions entre les différents traitements. Et là, moi, je me sens insulté parce que j'ai passé des milliers d'heures. Enfin, 2000.cme, c'est 2000 heures. Et c'est sans les bouquins et je fais plus de bouquins que de .cme. Et je me sens insulté, quoi. Mes études sont pas lues. Ils font un signalement dans lequel ils n'ont pas regardé visiblement dans quel cadre on prescrivait la metformine. Et, euh, et même quand j'arrive sur place, il y a quelqu'un qui me dit, vous savez, il peut y avoir des interactions entre les médicaments, mais moi, j'ai trouvé ça insultant. J'ai trouvé ça insultant. J'ai trouvé ça un peu désarçonnant et, euh, et un peu insultant aussi, je vous mens pas.
Donc là, on est sur la metformine. Ils disent qu'il y a d'autres psychiatres qui commencent à prescrire ça comme ça. Et oui, je pense que c'est un signe de l'efficacité, de la tolérance de ce truc. Il y a plein de psychiatres qui prescrivent de la metformine. Donc moi, j'étais accompagné d'un psychiatre en centre expert trouble de l'humeur qui a pu dire, mais moi, il n'y a pas une ordonnance ou presque de la journée qui a l'AMM, en fait. Mais je mets pas hors AMM. Les gens vont pas payer, vous imaginez? Vous imaginez? C'est-à-dire que les gens résistants, eh ben, ils sont condamnés et il faut qu'ils payent. Mais vous imaginez la catastrophe. C'est-à-dire que les gens les plus lourds, c'est les gens qui doivent se payer les traitements, donc ils ne peuvent pas le faire, donc ils finissent à l'hôpital psychiatrique. C'est la ruine de la Sécu en un an. Et en fait, les personnes m'ont dit, mais c'est vrai que vous seriez moins embêtés à l'hôpital. Et ça, c'est pas normal. En fait, c'est pas normal. Les données sont les mêmes. Enfin, si je prescris à l'hôpital ou je prescris là, c'est le même produit. Il n'y a pas de différence, en fait. Il n'y a juste aucune différence, on est d'accord. Et quand ça a été annoncé, ça, et je fais, mais c'est pas normal, mais ben en fait, moi, j'avais pas l'impression que ça allait toucher vraiment, je sais pas. J'avais pas l'impression que la gravité de la situation soit prise en compte. Donc on en est là. Et après, ça continue. Ça continue. Donc après, il y a le topiramate. Le topiramate chez les patientes qui répondent pas à la metformine, pour lesquelles on essaye le topiramate. Alors là, c'est pareil. Il y a des études, il y a des méta-analyses. Ça n'aura jamais l'AMM. On le fait quand on est sur des patients graves avec des IMC considérables. Et quand on n'a pas 36 000 autres solutions. Et ça aurait été bien de demander aux patients, en fait, dans quelle situation ils étaient, quoi, avant de. Donc en France, par exemple, en 2023, il y a une étude, en 2022, il y a une étude qui est sortie dans le JAMA sur les préoccupations de troubles neurodéveloppementaux chez les enfants sous topiramate. Et du coup, il y a une interdiction de prescription qui a été mise en place pour les psychiatres. Il faut que ce soit des neurologues et des pédiatres. En fait, les préoccupations sur les troubles neurodéveloppementaux et de façon générale, les préoccupations de la grossesse chez les femmes sous topiramate, on les connaît depuis très longtemps. Ça a l'air d'être nouveau en France, mais ça date pas d'hier. Les warnings de la FDA, ça fait une quinzaine d'années, donc c'est vraiment pas neuf. Et en fait, le souci, c'est que les neurologues sur la ville, là, et sur les départements, ils veulent pas aller voir mes patientes. Bonjour, j'aimerais mettre une patiente sur topiramate parce qu'elle se trouve qu'elle a un PTSD, une addiction à la cocaïne et une problématique de poids résistante à la metformine avec une addiction à l'alcool. Ben, le neurologue, il m'a dit, bah, écoutez, c'est pas mon putain de souci. Moi, non, j'ai déjà affaire avec mes patients. Et ça n'a pas l'air d'être dans l'esprit des gens que j'ai rencontrés parce qu'ils m'ont dit, bah, faut que vous demandiez à un neurologue. Et en fait, non, il n'y a pas de neurologue. Moi, mes patientes, là, elles n'ont pas de neurologue. Donc, je ne sais pas si en tant que femme, de se voir refuser l'accès à un traitement parce que la loi décide que c'est des spécialités qui doivent initier le traitement, à savoir neuro et pédiatrie. Mais vu qu'il n'y a pas l'accès, en fait, en tant que femme, on peut juste pas avoir ce traitement. Je ne sais pas si au niveau de la Cour européenne, etc., c'est très légal, ça. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Vraiment, je ne sais pas. C'est une vraie question. Mais là, j'ai plein de questions sans réponse. Et donc, c'est le même truc. C'est pas du détournement à visée amaigrissante de topiramate. C'est pour essayer de limiter la casse, voire d'inverser des gens qui sont en train de prendre 5 kilos par mois. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est toujours le même truc. Confusion entre AMM et données de la science. Okay, mais grosse confusion. Donc là, il y a un moment où les personnes m'ont dit, mais en fait, c'est pas au psychiatre de gérer les effets secondaires. S'il y a des effets secondaires, c'est au médecin traitant. Mais moi, il y a plein de patients qui ont plus de médecin traitant. Et ça se sait quand même, ça c'est dans les infos. C'est pas nouveau. J'ai pas l'impression d'avoir un scoop, quoi. Donc je le dis, et les réponses que j'ai, c'est vrai que c'est difficile en ce moment. Donc en fait, moi j'ai eu ça pendant 2 heures. C'est vrai que c'est difficile en ce moment, c'est difficile, mais à la fin c'est difficile, mais il faudra bien qu'on fasse quelque chose. Ça peut pas juste, ah c'est difficile, désolé, c'est difficile. J'ai l'impression de, je sais pas, je reviens bourré tous les soirs. Et puis ma femme dit, bah t'es bourré tous les soirs en fait, c'est pas possible. Et moi qui dis, c'est vrai que c'est difficile. Bon, on mange quoi? Enfin, tu vois, c'est pas comme ça que ça. Enfin, je sais pas moi, je sais pas. Je sais pas. J'ai droit à ces réglementaires aussi, ces réglementaires. Donc visiblement, la loi est très claire. Si c'est pas dans la MM, il faut l'écrire. Mais en fait, du coup, la loi est dysfonctionnelle à ce niveau-là. Il faut la changer. Mais il faut la changer demain, en fait.
Tu peux pas dire santé mentale, grande cause nationale et ne rien faire. C'est pas possible. Et après, tu cartonnes les mecs qui se mettent à jour. Ça me paraît impossible. Mais visiblement, c'est ce qui se passe. Donc là, avec le sémaglutide, c'est pareil. Donc le sémaglutide, j'en avais parlé. En plus, il y a 2 patientes qu'on a eues. Dans une des 2 patientes, il y en a quand même une qui avait pris 50 kilos. On lui a refusé. Elle est en train de perdre du poids. On lui a refusé. Et du coup, elle a arrêté. Et du coup, elle a repris les kilos. Elle a déclenché un diabète. Enfin, bref. Donc après, la clonidine et la prazosine. La prazosine est contre-indiquée en cas d'état dépressif. Il faut honnêtement prendre 5 minutes de son temps pour marquer prazosine, état de stress post-traumatique et voir une ribambelle d'études sur le sujet. Je peux comprendre que les médecins, les fonctionnaires, qui vous voulez, qui a rédigé ça, n'aient pas le temps de regarder si les traitements sont tels ou tels comme ça. Je peux comprendre. Moi, je sais pas honnêtement si l'aspirine fonctionne sur des trucs, des machins, je connais pas tout. Mais si jamais je dépose un signalement en disant que le mec est dangereux, je prends le temps de regarder si je trouve des études sur le sujet. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Il y a un moment où la prazosine dans l'état de stress post-traumatique, c'est recommandé de tous les côtés. C'est très compliqué de passer à côté, honnêtement, sur Google, c'est très compliqué. Je pense que la recherche Google n'a pas été faite. Ça me paraît impossible. Et du coup, la prazosine est contre-indiquée en cas d'état dépressif. Non, c'est pas ça du tout qui a écrit dans le Vidal. Si tant est que le Vidal fasse office de référence, ce qui n'est pas le cas. En France, oui, mais dans le reste du monde, ça n'est pas le cas. Il n'y a pas de contre-indication de la prazosine. C'est un effet secondaire potentiel, comme virtuellement tous les psychotropes qu'on a qui peuvent causer des problématiques thymiques, en fait. Donc là, pareil, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut passer sur un truc où il parle d'indication. Je ne sais pas comment on peut arriver. Donc, il y a le lithium et l'amyloride. Donc là, moi, tous mes patients sous lithium, tous mes patients sous amyloride, c'est des patients qui ont eu du lithium pour gérer la polyurie. Il n'y a pas d'amyloride toute seule qui se trimballe. Donc, il y a, à mon avis, des erreurs dans la façon dont les informations ont été récupérées. Et ils mettent association déconseillée lithium. Mais les notices de médicaments ne sont jamais mis à jour. Jamais. Et en fait, pour gérer la polyurie sous lithium, il y a un bouquin entier sur le lithium qui coûte 60 €. Il coûte 60 €. Et donc, pareil, ils ont juste pas lu les études, ils ont pas lu le bouquin et ils font un signalement comme ça. Je pense que ça dysfonctionne complètement. J'ai droit au méthylphénidate, alors là, c'est quand même, c'est vraiment perturbant parce que forme non indiquée chez l'adulte, Quasim-LP. En fait, moi, Quasim-LP et Ritaline 10, libération immédiate, parce que le Quasim-LP n'a pas l'AMM, parce que le labo n'a pas demandé l'AMM, parce qu'ils ont dit fuck. C'est pour ça. C'est pas que ça marche pas chez l'adulte, c'est juste que le labo n'a pas demandé l'AMM. C'est tout. C'est tout. Et la Ritaline 10, libération immédiate, c'est tout. Donc moi, il faut que les gens aient en tête que on est en train de se congratuler sur la sortie des recommandations du TDAH par l'HAS, mais qu'en même temps, on peut se faire reprocher, en tant que médecin, on peut se faire reprocher de prescrire du Quasim LP et de la Ritaline 10 LI parce qu'il n'y a pas la même dans le Vidal. Et là, il n'y a pas marqué se sont vus prescrire une forme non indiquée. Il y a marqué se sont vus prescrire une forme non indiquée. Il n'y a pas marqué se sont vus prescrire une forme qui n'a pas la MM. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Excusez-moi, ça n'a rien à voir. Donc, je comprends pas comment ce genre de truc peut encore être mis en place. Je comprends pas comment ce genre de truc peut. Et en fait, la conclusion à la fin de ce truc, c'est le docteur Sikora fait ainsi prendre à ses patients des risques injustifiés. Mais non, non, j'ai mes études. Il n'y a pas eu d'effet secondaire grave. J'ai des données scientifiques derrière qui sont indiscutables, inattaquables. Je peux discuter de la validité de ces données avec n'importe qui. Moi, je peux être convoqué, vous me faites passer à la télé et vous me demandez quel est le rationnel scientifique derrière vos prescriptions et je vous promets que je tiens 2 heures, il n'y a aucun problème.
Et donc, en fait, là, c'est une attaque sur les prescriptions, mais vous dites, il prescrit hors AMM et il devrait écrire hors AMM, c'est pas normal, mais là, d'accord. Mais vous dites pas que je vais prendre des risques injustifiés à mes patients. Il y a les personnels de la Sécu qui m'ont dit, mais on est des garde-fous. Et ils le mettent après. Le docteur Sicora fait prendre en charge de manière indue à l'assurance maladie des remboursements de médicaments dans des indications non conformes aux données acquises de la science. Le Vidal n'est pas les données acquises de la science. Le Vidal n'est pas les données acquises de la science. La psychiatrie est en retard, est très en retard. Et moi, quand je vois les recommandations HAS, j'aurais bien aimé qu'on mette aux patients, écoutez, je suis désolé, on a mis 20 ans. On a fait un retard pas possible pour prendre en charge le TDAH chez l'adulte. Et on est désolé du retard, on fera de notre mieux. Moi, des fois, je m'excuse alors que je suis pas forcément responsable. Hein. Quand il y a une patiente qui me dit qu'elle s'est faite violer à l'hôpital psychiatrique, bah, je suis désolé, je suis psychiatre, j'ai aussi ma part là-dedans et je présente mes excuses. Ça coûte pas grand-chose, honnêtement. Ça coûte pas grand-chose. Faut que ce soit sincère, mais ça coûte pas grand-chose. Mais nous, on n'a pas d'excuses et en plus de pas avoir d'excuses, on a du personnel qui continue là-dedans, en fait, qui continue à dire oui, mais ça n'a pas les mêmes, c'est pas bon et ils vont plus loin et disent c'est pas en accord avec les données actuelles de la science. Donc en fait, c'est ça qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de formation médicale continue obligatoire en France, c'est un fait. Et vous pouvez aussi cartonner les médecins qui se forment parce que vous vous servez du Vidal qui n'est pas à jour, qui suffit, mais pas du tout pour bosser, ça suffit pas du tout. Et vous dites, bah, c'est pas les données de la science, donc le type, il prescrit, il est dangereux. Mais c'est écrit, hein, c'est écrit sur le... Donc après, on peut faire des études économiques de ce qu'il vaut mieux rembourser la metformine à 5 euros par mois ou à 10 euros, tu vois, ou laisser quelqu'un avec un IMC à 51 et lui prescrire les statines, etc., etc. Moi, j'ai des patients qui prenaient du poids. J'ai mis la metformine, on m'a refusé la metformine, mais 3 mois après, le patient revenait avec une statine. Et puis après, avec un antihypertenseur. On en est là, hein. On en est là, quoi. On est là. Et donc, moi, je me sens insulté, honnêtement, quand je vois ça. Non conforme aux données acquises de la science, je me sens insulté en tant que médecin parce que je trouve qu'on ne reconnaît pas à sa juste valeur le temps que je peux passer pour me former. Je trouve que c'est pas reconnu. Et en tant que patient, parce que les soins ne sont pas à la hauteur là. Ça, c'est pas à la hauteur. Ça fait honte. Ça fait honte à mon avis à notre système de soins. C'est à mon avis pas acceptable. Et donc après, il y a des trucs pratiques qui, à mon avis, ne nous intéressent pas plus que ça. Donc je laisse tomber. Et donc après, il y a la discussion. Et donc là, si tu veux, t'as encore une petite couche. Hein. Il enfreint les dispositions du code de déontologie médicale en ce qu'il ne limite pas ses prescriptions à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins. Mais parce qu'il n'y a plus personne, je me trouve avec des patients sous clozapine, avec des patients qui ont fait je sais pas combien d'hospices, avec des patients résistants. Et donc, évidemment que les recommandations suffiront pas. Les recommandations sur le TDAH, sur la pharmaco, il n'y a rien en fait. Hein. Il y a le méthylphénidate et si ça marche pas, bah, vous essayez la tamoxétine. Et c'est pas une critique des recommandations. En fait, ils font les recommandations en se basant sur ce qu'il y a à l'AMM et ce qui est disponible en France. Et du coup, il y a que dalle. Mais la Ritaline, on peut, il y a des ruptures partout, en fait. Donc, même les recommandations, elles sont caduques. Mais j'en ai parlé hier déjà de ça. En ce qui ne prodigue pas des soins conformes aux données acquises de la science, mais ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. En ce qui fait courir un risque à ces patients, un risque injustifié, mais ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai et ça peut se démontrer. Et ça n'aurait jamais dû arriver comme ça, ce truc, parce qu'ils auraient dû me rencontrer il y a 2 ans pour comprendre ce qui se passait. Et donc là, moi, j'ai un employé qui est dans le flou le plus complet sur est-ce que il va pouvoir continuer à travailler ou pas. J'ai des patients qui sont dans le flou le plus complet sur est-ce qu'il va revenir ou pas. Et moi, je suis dans le flou le plus complet parce que euh, je vais pas continuer seul. Si l'employé n'est pas là, moi, effectivement, je laisse tomber. Parce que faut que je commence à penser un peu à moi, quoi.
Voilà, ça fait 2 ans que je suis en libéral et que j'arrête pas. Ce contrôle-là, il a fallu envoyer des documents, etc., etc. C'était à une époque où je faisais déjà, je sais pas, si réveil à 6 heures du mat et arrivé à 23 heures minuit. Donc je l'ai fait la nuit en fait, hein. J'ai chopé les documents un par un. Alors visiblement j'en ai oublié là, donc c'est pas bon. Euh, mais mais en fait ça commence à tirer quoi. Et du coup il y a plein de gens hein, sur les réseaux qui disent oula prends soin de toi, prends soin de toi. Et je pense que j'étais venu pour ça et maintenant le truc est un peu, je dis pas révélé, mais voilà c'est à l'air libre. Si rien n'est fait, je pense que lui il pourra pas continuer à bosser comme ça, et du coup ça s'arrêtera. Et moi j'irai faire des téléconsultes en Suisse, ou je sais pas quoi, mais je ferai une pause, très clairement, je ferai une pause. Ça laissera des patients sur le carreau. Et je pense qu'il faudra que les personnes responsables assument un petit peu de ça. Parce que là, moi, il y a l'assistant qui a dû arrêter, donc on a des gens qui appellent parce qu'il y a des déplacements, machin. Donc la secrétaire se fait insulter, ça commence à lui peser aussi. Enfin, il y a pas mal de gens hein, qui sont en train de payer un petit peu là, tout ça, mais pas les bons à mon avis, pas les bons. Donc là, moi, ce qui m'a le plus marqué, honnêtement, c'est c'est le moment où donc il y en a deux, trois. Hein. Il y a la personne qui me dit mais la psychiatrie, c'est aussi parler, etc. Donc ça, enfin, c'est vraiment un concept. Je pense que les gens, enfin, je pense pas qu'ils sachent dans quel état est le truc. Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est le côté un peu où j'ai l'impression un peu déconnecté, quoi. Il suffit de voir un neuro, il suffit que ce soit le médecin traitant qui gère. S'ils sont pas bien et qu'il faut du RMM, vous les envoyez dans un hôpital expert. Ouais, enfin, il y a 2 ans d'attente. Hein. Je veux dire, moi, mes patients, ils sont malades là. Hein. Enfin, ils sont malades là. En fait, ils peuvent pas attendre que l'administratif donne la MM à la metformine. Enfin, c'est ici. Hein. Je veux dire, c'est maintenant quoi. C'est maintenant que ça se passe. C'est pas demain. C'est pas. En fait, on n'a pas le temps. Enfin, santé mentale, grande cause nationale. Mais je veux dire, enfin, fallait se réveiller avant quoi, à mon avis. Hein. Moi, ce qui me choque et ce qui choque les patients, et, et ce qui va être la suite, à mon avis, c'est que j'ai des patients qui se sont fait violer, j'ai des patientes qui ont eu leur gamin qui a été placé, j'ai des patientes auxquelles on a dit vous êtes condamnés, vous pourrez jamais rien faire de plus, auxquelles on a changé les traitements, qui sont retournés au boulot, etc. Il y a des gens auxquels on a sauvé la vie. Et ces patients-là, quand ils étaient avant que j'arrive, et là, il y en a qui vont se dire ça y est, il a vrillé et tout, mais avant que j'arrive, eh ben, personne ne s'inquiétait de savoir ce qu'il fallait, ou je sais pas quoi, machin. Il prenait du poids, la pharmacie, il voyait qu'il prenait du poids, les médecins voyaient qu'il prenait du poids, les infirmiers voyaient qu'il prenait du poids et que ça marchait pas et qu'on mettait pas de clozapine et qu'on mettait pas de lithium et qu'on disait il est condamné pour rien faire. Et personne n'a rien fait du tout. Et c'est quand ils vont mieux que les gens se réveillent. Et donc, à un moment, on m'a dit, on est le garde-fou de la Sécu, on est le garde-fou de la qualité des soins. Et moi, je suis pas d'accord. Je pense pas que ce soit là. Je pense pas que ça garde de quoi que ce soit là. Je pense qu'il y a une espèce de. Je pense pas qu'ils veulent mal faire. Hein. Je pense pas que c'est volontaire. Mais je pense pas qu'on puisse utiliser ce terme-là. Donc en fait, ce qui va se passer de mon côté, mais ça va prendre un temps fou. C'est pour ça que je vais faire une pause parce que je vais pas attendre que ça se fasse. C'est qu'on va prendre les témoignages des patients et les patients vont raconter un peu leur histoire là. Parce que j'ai des patients qui sont très intéressés par le fait de partager, en fait, quand ils ont appris que moi, on venait me taper dessus, quoi. Ça les intéresse. Et donc, ils vont partager leur histoire et je pense qu'on pourra regarder si effectivement le rôle de garde-fou est bien fait ou pas et si euh, c'est moi qui fallait tiquer. Je pense que c'est important que ça se fasse et du coup, ça se fera. C'est pas moi qui soudoie les patients, vous inquiétez pas. Ils sont très intéressés par le faire. Et donc la conclusion, donc là il y avait la discussion et la conclusion, on y revient, c'est-à-dire un état pathologique rendant dangereuse la poursuite de l'activité professionnelle du docteur Sikorav. Eh ben non,
Non, je suis bipolaire et c'est parce que je suis bipolaire que j'essaye de bien faire mon boulot, parce que je me suis moi aussi fait rouler dessus par je sais pas combien de patients, de médecins. Je suis bipolaire et on m'a dit quand j'étais gamin que je pourrais pas avoir le brevet, puis que je pourrais pas avoir le bac, puis que je pourrais pas avoir médecine, puis que je pourrais pas avoir psychiatrie, que je pourrais pas avoir psychiatre. Et en fait, je suis là et je suis bon dans ce que je fais parce que j'adore ça et que j'y passe un temps pas possible. Et si j'avais la tête mieux faite, j'y passerais moins de temps pour le même résultat. Et parce que je suis bipolaire, je me forme parce que je veux pas que les erreurs que j'ai reçues, j'essaye de faire en sorte de pas proposer les mêmes aux patients. Parce que moi, on m'a dit que en fait, j'étais juste un chieur et que il y avait plus rien à faire pour moi. Et de fait, j'ai dû faire des traitements hors AMM parce que j'ai pas eu le choix. Et je pense que c'est bien que les patients aient le choix et je leur explique ce que c'est le AMM et ils sont libres de choisir. Et je pense que c'est bien que les patients aient le choix. Et là, il faut avoir une forme de choix parce que moi, tout seul, je porte rien du tout. Moi, moi, ça, vous avez vu, j'ai aucun impact. Les gens disent, ouais, mais sur les réseaux sociaux, tu gueules, mais tu pourras pas faire avancer les choses. Et je sais, là, le reste ne m'appartient pas. Et donc, s'il y a des gens qui connaissent quelqu'un ou je sais pas quoi, qui peuvent faire avancer les trucs ou je sais pas, tout ce que vous voulez. Moi, je prends n'importe quelle aide, mais je pense que c'est important que les gens sachent ce qui se passe derrière les applaudissements qu'on peut avoir. Parce que non seulement en psychiatrie, on est en retard, mais il y a des gens qui sont prêts à se battre pour qu'on le reste, quitte à faire de la calomnie et à dire que les gens sont décompensés, etc., etc. Donc voilà, c'est mon deuxième témoignage. Je ne sais pas s'il y en aura 36 000 autres, mais cette partie-là, en tout cas, de mon histoire s'arrête là. Merci de votre attention.